de santé à l'heure de la globalisation, un enjeu qui nous concerne tous. Jean-François, bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais d'ailleurs d'abord remercier les autorités de cette académie de me donner l'occasion de partager avec vous le problème des soins de santé à l'heure de la mondialisation. En vous priant de m'excuser, j'avais mis globalisation dans les documents et un collègue français m'a dit que le mot académique francophone devait être mondialisation, et donc j'ai changé. Et je voudrais vous parler de la définition de la mondialisation, des champs qui sont impliqués, vous montrer un certain nombre d'éléments pour le constat, vous citer des exemples d'actions, quelques pistes, et puis vous parler d'une initiative interuniversitaire récente qui est la fondation d'Interrépublique Return to Care. Qu'est-ce que la mondialisation? Comment la définir? Elle est définie par les auteurs de la manière suivante: c'est l'ensemble des éléments liés à la santé qui concernent l'ensemble de la population mondiale ou des sous-groupes de cette population, que ce soit des États, des organisations internationales, que ce soit des organisations nationales, des groupes ethniques ou régionaux, des organisations non gouvernementales. Donc, on peut dire qu'elle concerne les éléments qui résultent aussi de la mobilité accrue des populations, des biens et des professionnels de santé. En fait, le monde est devenu, comme on dit, un global village, et donc nous sommes tous interdépendants. Quels sont les champs qui sont concernés? Le premier, vous le connaissez bien, c'est la mondialisation des marchés, le marché des médicaments, le marché de l'emploi, le marché du matériel, le marché des soins. Vous savez qu'il y a maintenant un tourisme médical. Certains quittent certains pays pour se faire soigner dans d'autres pays. Ça commence à être organisé, il y a des associations qui font ça. Bien sûr, et je m'en excuse, je ne suis pas un épidémiologiste, tout le monde connaît les maladies transmissibles, les maladies transnationales H1N1, H1N5, etc. On assiste aussi à une modification de la fréquence des maladies, ce qu'on appelle le switch épidémiologique, et l'apparition des maladies non infectieuses dans le Sud. Il y a, et je vais surtout me centrer là-dessus, le problème majeur de l'hétérogénéité de la distribution des maladies et des moyens, les grandes épidémies comme le sida, la pauvreté des pays en voie de développement et ce dont je parlerai plus précisément, la fuite des cerveaux. Enfin, il y a toute une série de gens qui travaillent sur la définition, la mise en œuvre de concepts et de normes. On parle de normes en termes de compétences attendues. Quelles sont les compétences attendues lorsqu'on accueille un assistant en formation qui vient de l'étranger? Quels sont les problèmes éthiques transnationaux? Quels sont les problèmes déontologiques, etc. Et enfin, la mobilité des étudiants, des professionnels et des patients. Alors je vais vous montrer quelques images qui vont vous frapper. C'est la technique des cartogrammes, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. En fait, la surface du pays est modifiée en fonction du paramètre qu'on essaye d'analyser. Et vous reconnaissez la map monde, vous reconnaissez le continent américain, les États-Unis, l'Amérique du Sud, vous voyez l'Europe, vous voyez la Chine, l'Inde, et voici l'Afrique. Et ceci représente le nombre de médecins par 100 000 habitants. Vous voyez tout de suite le problème majeur du nombre extrêmement réduit de médecins en Afrique subsaharienne. J'attire ici votre attention, c'est une querelle de spécialistes, mais elle peut être importante. La définition de médecin n'est pas la même en Chine que dans d'autres pays, et donc on peut discuter sur les normes qui sont ici représentées. En comparaison, voici la distribution du sida en Afrique. Voici la distribution de la maladie non infectieuse. Vous voyez de nouveau qu'elle commence à croître, par exemple en Inde ou de nouveau en Chine, mais déjà on voit apparaître des maladies non infectieuses en Afrique subsaharienne. Voici maintenant un autre cartogramme qui vous donne non plus la distribution des médecins, mais la distribution des professionnels de santé, médecins, infirmières et sages-femmes. Et vous voyez que là, l'Afrique est un peu plus présente, et en particulier l'Afrique du Sud. Par contre, l'Inde est beaucoup moins présente, ce qui montre qu'il y a un problème de définition. Et voici pour mémoire le nombre de médecins. Vous voyez la différence entre médecins et professionnels. Pour résumer, pour faire simple et pour parler d'Afrique subsaharienne que je connais un peu mieux, elle représente 10% de la population mondiale. On y observe 25% de toutes les maladies du monde, 51% de la mortalité infantile, 51% de la mortalité maternelle
et 3% du personnel de santé. Voici sous forme graphique un peu les mêmes informations avec les États-Unis qui représentent 30 à 40% des moyens de santé alors qu'ils n'ont que 10% de la charge de maladie. Et vous avez ici l'Afrique avec presque 25% des maladies et moins de 5% du personnel de santé. Quelle est la cause de cette pénurie, si on peut l'appeler pénurie? Il y a clairement une formation d'un nombre insuffisant de professionnels dans certains pays, mais même ceux qui sont formés le sont de manière insuffisante parce que les moyens sont insuffisants au point de vue matériel et humain et parfois inadaptés aux besoins de moyens locaux. Je reviens de Guinée, on discutait avec un recteur, toute la formation au Bénin se fait en monde hospitalier alors que 80% des médecins vont devoir travailler en dehors du monde hospitalier. Voilà l'exemple d'inéquation de la formation. Déficiente qualitative des professionnels, il peut y avoir pas assez, mais ils sont mal formés et pas assez de spécialistes. Ces milieux professionnels sont mal adaptés, on sait bien que les salaires sont difficiles, ils sont insuffisants, la position sociale, etc. Et le système de santé peut être interrogé également. Alors des études ont été faites, et donc je fonctionne un peu dans la logique de l'entonnoir, je vais progressivement me focaliser sur les facultés de médecine et puis sur les étudiants. Une étude qui a été financée par la fondation Bill et Melinda Gates, qui est l'état des lieux des facultés de médecine en Sud-Sahara. Elle a été publiée en fin 2010 dans le Lancet et reprise en pédagogie médicale en 2011. Voici quelques chiffres de cette étude. Vous voyez que si au niveau mondial, il y a à peu près 30% d'infirmières, ou 30 infirmières par 10 000 habitants et 10 médecins, en Afrique, vous en avez beaucoup, beaucoup moins. Le nombre de médecins est dramatiquement bas. En Europe, nous avons environ 30 médecins par 10 000 habitants et environ 80 infirmières par 10 000 habitants. Gardons à l'esprit que le système de santé est très différent. De nouveau, je reprends l'exemple de l'Afrique subsaharienne. Il y a une médecine de première ligne et l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, l'UNICEF, etc., insistent beaucoup là-dessus. Ce sont des infirmiers, des dispensaires, souvent sans médecin. Par contre, les médecins restent multipraticiens, ils doivent opérer, faire des petites interventions, ils doivent faire des accouchements, etc. Et puis, la seconde ligne et les autres lignes sont structurées hôpital de district, hôpital de référence, hôpital universitaire. On estime qu'en Afrique, un patient sur 1000 a une chance d'arriver dans un hôpital universitaire. Il y a aussi un déséquilibre, et donc questionnons un tout petit peu la notion de pénurie. Y a-t-il pénurie absolue? Je cite un exemple. Lors d'une réunion des États généraux de la formation médicale à Paris il y a 2 ans, le représentant du ministre français disait « Vous parlez de pénurie en France, vous parlez de pénurie en France, il n'y a jamais eu autant de médecins en France qu'aujourd'hui. » Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il y a une modification du comportement des soignants, que les soignants prestent moins d'heures, ils vont dans d'autres endroits, ils peuvent se concentrer géographiquement. Dans le nord et le sud, je pense que je vous ai montré. Y compris en Belgique, nous avons des problèmes de distribution entre les villes et les campagnes. Il est parfois difficile d'avoir un nombre suffisant de médecins dans les campagnes. On peut trouver des déséquilibres de pratiques, monde hospitalier et monde privé. Je prends un exemple, ici en Belgique, c'est la pédiatrie. Il y a quand même un problème de pédiatrie hospitalière, tandis qu'il y a des pédiatres en quantité suffisante. Et ce qu'on voit beaucoup dans les pays en voie de développement, c'est les médecins qui quittent la profession soignante pour devenir experts, membres d'organisations non gouvernementales, membres d'organisations internationales. Donc, ils quittent le secteur soignant et vont vers le secteur non soignant. Pourquoi? Parce que généralement, c'est mieux payé, il faut dire les choses comme elles sont. Voici un exemple repris de l'étude dont je viens de parler. Regardez ici, on parle de pratique générale publique, 21% se trouve en ville, 9% se trouve à la campagne, spécialité 19% en ville, 3% à la campagne, médecine privée 5% à la campagne, 13% en ville. Et vous avez tout un quartier ici qui représente 28%, qui sont les gens qui ont quitté les pays d'origine.
Commençons à regarder maintenant les facultés de médecine. Ce cartogramme vous montre le nombre de facultés de médecine en fonction de la population des étudiants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de facultés en Amérique du Sud, même proportionnellement plus que dans l'Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire que ce sont de bonnes facultés, mais il y en a plus. On peut discuter de ça si vous voulez. On voit qu'il y a un nombre réduit en Afrique et qu'évidemment en Europe, on a un nombre important de facultés de médecine. Autre phénomène qui devient de plus en plus inquiétant, et c'est toujours dans cette étude, c'est le nombre total de facultés dans la région sud-saharienne, mais j'attire votre attention sur l'apparition de facultés de médecine privées, non-profit, ça va, mais on voit apparaître des facultés de médecine for profit. Donc il commence à y avoir une commercialisation des facultés de médecine. Quelles sont les difficultés rencontrées par ces facultés de médecine? Insuffisance en ressources humaines, parce qu'il y a une distribution des ressources, et donc les facultés sont toujours en ville, et elles ne parviennent par exemple pas à envoyer des stagiaires dans les zones rurales, tout simplement parce qu'il n'y a pas les maîtres de stage qu'il faudrait dans les zones rurales. 30%, le chiffre varie d'un pays à l'autre, 30% de fuite des cerveaux, et malheureusement uniquement 17% de médecins en zone rurale pour 70%, et évidemment insuffisance de ressources matérielles, pas de laboratoire, pas de bons équipements pour former en sciences fondamentales, sciences cliniques, les hôpitaux sont extrêmement démunis, et on a beaucoup espéré que les technologies de l'information et de la communication allaient aider, mais on se rend compte que c'est particulièrement difficile. Pour vous donner une idée, là où j'étais encore avant-hier, le courant est coupé de 11h du matin à 18h. Alors, faire fonctionner une faculté de médecine sans courant, c'est quand même un peu difficile. Fuite des cerveaux. Non seulement l'émigration des jeunes médecins en développement représente un déficit de ressources humaines, mais leur coût de la formation est en fait assumé par les pays d'origine. Et je vous cite ici une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal il y a 2 ans. Ces auteurs ont analysé 9 pays et ont regardé, à partir de ces 9 pays, combien allaient en Australie, au Canada, en Grande-Bretagne et aux USA, et ont calculé un coût. Bien sûr, c'est à titre indicatif, on peut discuter sur les normes, les chiffres, etc. Mais en gros, on retrouve parfois 10 fois plus de médecins dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine. Deuxièmement, les pays d'accueil ont fait des économies qui ont été chiffrées en millions de dollars. Les États-Unis, 846 millions, la Grande-Bretagne, 2,7 milliards, le Canada, l'Australie. Et les pertes estimées pour les pays d'origine sont de l'Éthiopie, 25 millions, excusez-moi, j'ai un problème de bouton, le Nigeria, 650 millions, et l'Afrique du Sud, 1,4 milliard. Donc, non seulement la fuite de cerveau empêche qu'il y ait un nombre satisfaisant de médecins, mais en plus, elle se fait au détriment économique du pays. Et chez nous et dans d'autres pays, voici des chiffres publiés par l'OCDE en 2010. Vous allez trouver que la Belgique a 6 ou 7 ou 8% de médecins étrangers, ou au moins de médecins d'origine étrangère. Alors je vais vous donner quelques courbes en insistant sur le fait que quand on fait ces études ou quand on regarde la littérature, les gens n'utilisent pas les mêmes définitions. Et donc, une partie des querelles de chiffres vient d'une partie d'hétérogénéité des définitions. Je vais me baser sur une publication de décembre 2011 qui a été financée par la Fondation Roi-Baudouin et qui a été réalisée par des collègues de la KUL et de l'Université d'Anvers. Voici l'évolution du nombre de médecins et infirmiers nés à l'étranger et titulaires d'un diplôme étranger. Et vous voyez qu'on retrouve entre 5 et 6%, donc on est à peu près dans les chiffres de l'OCDE. Ceux-ci sont les médecins, ceux-ci sont les infirmiers. Par contre, si on regarde le nombre de médecins et d'infirmiers actifs en Belgique, nés à l'étranger, mais donc ayant un diplôme belge, on arrive à plus entre 15 et 20%. Maintenant, 50% de ces médecins viennent de l'Union européenne. Et de nouveau, si vous voulez des chiffres plus précis, dans cette étude que je cite de la Fondation Roi-Baudouin, vous avez par pays
l'Europe du début, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans. Il faut faire très attention parce que dans la grande presse, on voit des chiffres publiés et ces chiffres sont parfois inexacts. L'exemple est le suivant. En décembre 2011, Le Soir publie cet article un peu spectaculaire. Nous avons pris contact avec le responsable. Le journaliste a reconnu que les chiffres qu'il avait publiés n'étaient peut-être pas tout à fait justes. En attendant, l'image était passée et les chiffres étaient publiés. Donc, on a vraiment un problème de sensibilisation de la population. Voici des chiffres en France. C'est une note qui avait été destinée au Premier ministre. Il y a 7,4% de médecins étrangers en France, 6,4% de sages-femmes, mais la part de professionnels étrangers dans les nouvelles demandes d'inscription à l'ordre des médecins est de 27%. Donc vous voyez que quand on mesure, il faut mesurer ce que j'appellerais la hauteur de la baignoire, et puis il faut mesurer le robinet qui rentre et le robinet qui sort, puisqu'en fait on a un phénomène de flux et on a un phénomène de niveau. En Belgique, les chiffres que j'ai varient un peu, mais on peut dire qu'il y a à peu près 500 médecins par an qui quittent la Belgique, donc 500 porteurs de diplômes belges par an qui quittent la Belgique. Beaucoup sont des Français, évidemment, ou des gens. Et il y en a environ entre 180 et 200 qui viennent. Donc le flux belge est pour l'instant négatif. Mais je me base sur des chiffres qui ont été publiés dans la presse et sur une communication de Mme Onkelings au Parlement, mais je sais que certains ont dit que les chiffres n'étaient pas corrects, etc. Donc je remets cette précaution oratoire. Il existe une littérature scientifique sur le brain drain. Il existe toute une série de choses, y compris des calculs de chiffres, etc. Il y a maintenant un véritable domaine qui est le global health ou bien la mondialisation de la santé. C'est évidemment beaucoup les gens de santé publique, mais ça concerne quand même aussi l'éducation et la maladie en général. Il y a des initiatives pour essayer de compenser ça. Voici des exemples. L'Office international des migrations, la fondation Bill Gates essaye de travailler pour lutter contre ça. Elle a lancé un projet pour essayer de fidéliser ou de sédentariser les médecins. Malheureusement, l'appel à projet a été rédigé de telle manière qu'aucune faculté de médecine francophone n'a été éligible, donc l'argent est parti quasiment uniquement dans l'Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Il y a un programme Grand Lac, etc. Et on voit apparaître aussi des publications de normes. Évidemment, l'OMS est un des facteurs importants. En Belgique, il existe une plateforme qui s'appelle Because Health, où se fait le partage des problèmes de santé au niveau de la coopération au développement. Quelles sont les pistes si on fait une analyse de ce qui existe? Améliorer la production des professionnels de santé. Je pense qu'il n'y a personne qui va discuter. Améliorer qualitativement, améliorer quantitativement. Adapter les besoins à la formation. Il y a un groupe mondial qui réfléchit sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Les questions sont simples et je pense qu'on peut les poser en Belgique. Formons-nous les médecins qui correspondent aux besoins de notre population? Est-ce que nous les formons de manière éthique? Et ce n'est pas simplement former à l'éthique, c'est les former éthiquement. Et est-ce que la manière dont nous les formons est la plus efficace et est la plus économique? Et quand on parle de globalisation et quand on parle de responsabilité sociale, beaucoup de gens pensent à la médecine de première ligne, pensent à la médecine générale, mais par exemple, toute une réflexion sur le coût de la médecine, sur la pertinence d'un certain nombre de traitements extrêmement coûteux par rapport à l'allongement de la survie, etc., fait partie d'une réflexion responsabilité sociale, etc. Est-ce que nos facultés sont suffisamment impliquées dans ce genre de discussion? Est-ce qu'une réflexion est suffisamment portée ici en Belgique? C'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Améliorer la qualité de la formation, bien sûr. Améliorer la performance du personnel existant. Recours aux technologies de l'information et de la communication. Et évidemment, améliorer la rétention et la répartition des personnels soignants, ce qui nécessite une amélioration du milieu de travail, des incitants financiers, il faut quand même dire les choses comme elles sont, mais aussi des incitants non financiers. Alors je vous parle d'un projet qui est lancé par l'Association internationale au développement des États-Unis. Nous, on appelle ce projet le projet Obama. C'est en fait le projet MEPI, for Medical Education Partnership Initiative. C'est un projet de 260 millions de dollars sur 5 ans.
Dans le premier appel, 13 facultés ont été financées, uniquement dans des pays anglophones, mais le deuxième appel est prévu en 2014 et nous espérons, parce que maintenant il y a des francophones dans le comité de sélection, nous espérons que des pays d'Afrique francophone pourront recevoir des moyens. Quelles sont les pistes au nord? Comment pouvons-nous aider les pays du Sud en travaillant ici au nord? Il est évident que la première chose à faire, c'est encadrer les flux migratoires, faire des accords internationaux, développer des aspects éthiques, essayer d'éviter les distorsions de définition. On assiste quand même parfois à cette réaction en disant « il vient avec un diplôme de, mais en fait il n'est pas capable ». Donc quelque part, est-ce qu'on est d'accord sur la définition des compétences que recouvrent les diplômes? Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut des normes mondiales? Il y a un travail qui est fait par la World Federation of Medical Education qui travaille sur le sujet. Comment faire des référentiels de compétences qui ne sont pas le minimum, mais qui représentent quand même un niveau satisfaisant, tout en respectant les caractéristiques locales. Et évidemment, il y a le problème des engagements financiers internationaux. Qu'est-ce qui se fait dans nos universités? Parce que je vous ai peut-être fait un bilan assez noir de la situation, mais il y a quand même des choses qui se font. Premièrement, toutes nos universités accueillent des jeunes assistants venant de pays en voie de développement à travers des structures. Une structure qu'on connaît bien, c'est la FOSFOM à l'ULB. Le réseau Santé Louvain, qui n'a pas une entité juridique séparée, mais fonctionne de la même façon, et je crois que la faculté de médecine aussi, à Liège, accueille des assistants, souvent dans le cadre de partenariats déjà définis. Nous avons, et je voudrais dire que l'Académie doit être remerciée pour cela, le système que dans notre jargon on appelle le 49 Ter, il est extrêmement apprécié en Afrique. Contrairement à ce qui se passe en France ou dans d'autres pays, nos collègues africains apprécient ce système parce qu'au moins il est clair, il est tout à fait évident, il permet en tout cas d'obliger le jeune à retourner pour terminer sa formation. Ça ne veut pas dire qu'il ne migrera pas après, mais c'est déjà ça. Et donc sachez que nos collègues, et en tout cas tous les doyens africains de la Conférence africaine des doyens, apprécient l'initiative de l'Académie de médecine. Bien sûr, nous tenons compte ou nous ne tenons pas compte de la migration à l'intérieur de l'Europe. L'exemple le plus évident que tout le monde connaît, c'est l'exemple de la Roumanie. Vous savez que la Roumanie forme clairement plus de médecins que ses propres besoins, on le sait bien, mais ils ont des filières francophones, ils ont des filières anglophones. Quelque part, les facultés vivent de ces filières parce qu'elles sont payantes, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut réguler ce genre d'exportation ou ce genre de flux au niveau européen? Dans nos hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des choses qui se font. Il y a un programme qui s'appelle Hôpital par Hôpital, par une très grosse ONG qui s'appelle MEMISA. Il y a, et certains d'entre vous connaissent ou font moins partie de ça, Médecins sans vacances. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des médecins qui acceptent d'aller opérer ou d'aller travailler dans les pays en voie de développement pendant leurs vacances. Alors c'est certainement très aidant. Est-ce que c'est un effet à long terme? Cela devrait être mesuré. Il y a évidemment des jumelages ou des initiatives personnelles. La CUD a de gros projets dans le secteur de la médecine, puisque après l'agronomie, c'est le secteur le plus important en termes de financement. Je prends des exemples. Chirurgie pédiatrique au centre universitaire de Bamako. Malheureusement, ce projet a capoté pour les régions politiques que vous connaissez là-bas. Il y a, et c'est l'ULB qui pilote le projet de la chirurgie digestive au Sénégal. La médecine générale, c'est l'université de Liège, et l'anesthésie, c'est plutôt l'université de Louvain. Et il y en a encore d'autres, on pourrait citer différents exemples. On connaît aussi les bourses qui sont données. Et je voudrais insister que je me suis ici limité à ce qui est le travail au niveau universitaire, c'est-à-dire un travail à long terme, un travail d'investissement dans les hommes. Et évidemment, nous ne sommes pas du tout dans l'humanitaire d'urgence, comme on entend encore parler pour l'instant dans les Philippines et d'autres pays. La coopération universitaire, c'est avant tout une coopération dans les hommes et les femmes. Ce n'est pas dans les briques. C'est le moins possible dans des machines, c'est essentiellement dans les hommes et dans les femmes. Mais alors, vous allez me dire, mais alors, puisqu'ils viennent chez nous, on n'a qu'à pas les accueillir. Pourquoi les accueillir? C'est ce qu'on entend souvent. D'abord, il n'est pas prouvé que le fait de les accueillir est la cause du fait qu'ils veulent migrer.
probablement que certains migreraient de toute façon. Mais nous leur offrons un environnement performant, ils découvrent une autre manière de travailler, nous leur permettons de connaître la médecine de pointe, même si parfois nous les rendons frustrés, nous les motivons, et à travers eux, nous espérons un transfert de technologie, un transfert de compétences, puisque eux vont aller retravailler dans les pays du Sud. Et c'est parfois aussi l'occasion de créer des partenariats. Alors c'est un peu ça que Return to Care, donc, qui est une fondation interuniversitaire créée l'année passée, essaye de faire. Le but est d'améliorer les conditions professionnelles et de vie des médecins travaillant dans les hôpitaux en faisant des jeunes en formation des agents de changement. Donc nous sommes bien dans une mission universitaire d'investissement dans les hommes et dans les femmes, en leur permettant de construire un projet personnel et en les aidant à trouver le financement. Donc nous avons 3 objectifs que nous résumons. Accompagner les candidats, les aider à trouver des financements et sensibiliser le grand public et les publics cibles à la problématique des ressources. Et je remercie l'Académie de me permettre de réaliser, fût-ce en partie, cet objectif de la Fondation. Public ciblé, les assistants qui viennent dans le cadre du 49 Terre. Nous leur offrons un coaching individuel à la demande et en fonction de leurs besoins. Nous organisons les jeudis de la RTC, c'est 8 jeudis par an, séances collectives de travail, partage de vécu d'expérience, apports théoriques et pratiques, et nous leur mettons en contact avec des personnes ressources. Vous n'imaginez pas la crainte qu'ont ces jeunes quand ils viennent ici. Ils ont peur de la façon dont ils vont être accueillis quand ils vont retourner. C'est un des premiers constats. Ils ont peur de retourner parce qu'ils savent qu'ils vont être dans des conditions difficiles, dans des conditions psychologiques difficiles, et même parfois l'objet d'attitudes agressives parce que eux, ce sont des nantis qui ont pu aller à l'étranger. C'est un module de formation qui est lui-même divisé en plusieurs modules. Situer l'hôpital dans le système de santé, cibler les besoins, se positionner, construire un projet, etc. Donc nous avons maintenant 4 ans d'expérience par rapport à ça, puisque nous avions commencé avant de fonder la fondation. Un autre point important, comment sensibiliser nos étudiants à la mondialisation de la santé. Bien sûr, il y a l'émergence des maladies, il y a l'épidémiologie, il y a la médecine tropicale, etc. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est la médecine des voyages. Docteur, qu'est-ce que je dois faire? Je pars là et là et là. Et aussi les sensibiliser au fait que, je prends un exemple, il y a quelqu'un qui n'est jamais allé en Afrique et qui a fait de la malaria. Pourquoi? C'était un bagagiste, il a été piqué par un insecte qui était dans un avion qui arrivait d'Afrique. Voilà, c'est un exemple, il faut y penser. Mais nous voudrions aussi sensibiliser les étudiants à l'interculturalité, leur apprendre l'expression et les attitudes envers les populations d'immigrés. Il est clair que le rapport à la santé d'un musulman, le rapport à la santé d'un turc, le rapport à la santé des asiatiques est très différent du rapport à la santé d'un européen. Nos étudiants sont-ils sensibilisés à ça? Sont-ils prêts à faire un examen clinique chez une patiente musulmane? Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Comment aborder la maladie, etc. Et aussi les conscientiser aux inégalités. Je voudrais conclure. J'espère que je vous ai plus ou moins convaincu que la mondialisation est une réalité qui est de plus en plus fréquente et prégnante, que nos facultés, nos étudiants et notre population doivent y être sensibilisés, que la sensibilisation aux problèmes de santé passe par une sensibilisation à l'interculturalité dans notre pays, qu'il existe une pénurie médicale des professionnels de santé, surtout dans les pays en voie de développement, que cette pénurie est quantitative, ça tout le monde en parle, mais est qualitative, on en parle moins, et est sociale, pour ne pas dire géographique, que si on veut travailler dans le domaine, il faut avoir une action sur plusieurs cycles, et que donc les facultés de médecine et nos facultés de médecine ont un rôle à jouer dans cette chose-là, à travers la Fondation Return to Care ou d'autres fondations. Je vous remercie de votre attention.